En 1480, en Roumanie, le prince Vlad vivait heureux avec sa femme Elisabeta. Comme gage d'amour, Vlad offrit à Elisabeta une petite boîte à musique. Un jour, leur bonheur fut interrompu par des chevaliers qui entraînèrent Vlad, car le champ de bataille avait besoin de lui. Le pays était en proie aux flammes de la guerre, et, les ennemis approchant, Vlad ordonna à ses soldats d'escorter Elisabeta vers un autre château pour sa sécurité. Avant de partir, Vlad reçut la bénédiction du pape et demanda une protection divine pour sa femme. Dans la forêt, Elisabeta était escortée vers son nouveau lieu. Malheureusement, un soldat ennemi caché dans un arbre abattit rapidement 2 gardes avec des flèches précises. Les gardes restants se préparèrent à combattre, permettant à Elisabeta de s'enfuir à cheval. Hors de la forêt, Vlad brisa une série de barils d'huile, créant un mur de flammes pour bloquer les ennemis. Une bataille acharnée éclata, et bientôt les soldats des 2 camps tombèrent en masse, mais les troupes de Vlad prirent clairement le dessus. Avec une compétence et une coordination exceptionnelles, ils se battirent de toutes leurs forces pour gagner. Peu après, Vlad et ses troupes apparurent devant le roi ennemi, les têtes de tous leurs adversaires empalées sur leurs lances. Ce moment fut interrompu lorsque Vlad fut informé de l'attaque contre sa femme, le poussant à partir immédiatement à sa recherche. Pendant ce temps, Elisabeta galopait aussi vite que possible, les ennemis à ses trousses. La région était connue sous le nom de Forêt des Loups, et des milliers de pièges à ours étaient cachés sous la neige. 2 soldats tombèrent dans ces pièges, tandis qu'Elisabeta les esquivait avec brio. Malheureusement, son cheval finit par en déclencher un, la faisant tomber, ce qui permit à ses ennemis de l'encercler tout en sondant prudemment le sol avec leurs épées. Elisabeta tenta de bouger, mais marcha dans un autre piège. Quand Vlad arriva, son cheval fut également mis hors de combat par un piège à ours. Il continua à pied et se retrouva bientôt face à 2 soldats ennemis, qu'il vainquit rapidement. Vlad lança son épée pour tuer le soldat qui s'approchait d'Elisabeta, et celle, épée la transperça accidentellement. Désespéré, Vlad serra le corps d'Elisabeta dans ses bras, alors qu'elle rendait son dernier souffle. Quelque temps plus tard, Vlad revint voir le pape et interrogea follement Dieu de ne pas avoir protégé sa femme, alors qu'il avait versé le sang de tant d'âmes en son nom. Il voulait qu'Elisabeta revienne et implora un miracle que le pape ne pouvait pas accorder. Enragé, Vlad tua le pape avec une croix et déclara qu'il ne servirait plus Dieu à moins qu'Elisabeta ne soit ramenée à la vie. Soudain, le vent se leva dans la pièce et une statue de Jésus commença à pleurer. Mais Vlad semblait fier. Ses soldats effrayés durent le traîner hors de l'église. 400 ans plus tard, en France, un prêtre se rend dans un asile pour parler au docteur Dumont, qui affirme avoir un cas si sensible que la reine d'Angleterre elle-même en était préoccupée. Les 2 hommes traversent ensuite les couloirs de l'asile, où des dizaines de fous font du vacarme et sont brutalement emmenés par des médecins. Finalement, ils franchirent une porte en acier, menant à un tunnel jusqu'à une pièce scellée, où Maria était enchaînée. Était une Italienne, la fiancée du petit-fils de la reine, et parce qu'elle était opposée à un mariage à elle, église, il avait eu lieu dans la résidence familiale. Cependant, le marié avait invité un évêque pour bénir le mariage, et le voir avait rendu Maria folle. Le dossier indique qu'elle est née en 1759, ce qui est impossible, car cela signifierait qu'elle avait 130 ans. Elle, âge et son aversion pour Dieu leur ont fait se demander si elle n'était pas une créature du diable. Pendant que les 2 hommes discutaient du cas, Maria se réveilla et leur siffla. Le prêtre s'approcha et remarqua ses canines, il conclut donc qu'elle était un vampire. Il expliqua qu'elle était la première à être capturée vivante, et que les vampires pouvaient sortir à la lumière, ils ne supportaient simplement pas les rayons directs du soleil. Pour le prouver, il ouvrit la fenêtre et la lumière du soleil brûla immédiatement sa peau. Lorsque le prêtre leva la croix devant elle, elle s'enflamma immédiatement. Ensuite, il coupa le doigt de l'assistant de Dumont, Simon, et versa quelques gouttes de sang dans la bouche de Maria pour la faire coopérer. Le prêtre lui examina le cou et y trouva la morsure qui l'avait transformée en vampire. Il expliqua que l'Église combattait les vampires depuis des siècles, mais qu'il n'avait pas encore trouvé le premier qui avait tout commencé. Désespérée par la soif de sang, Maria mentionna que le premier vampire était son maître. Était un prince qui allait bientôt arriver en ville pour trouver sa princesse. Pendant ce temps, le notaire Jonathan traversait une forêt de nuit. Le cocher arrêta brusquement le carrosse, disant qu'il ne pouvait aller plus loin, car les loups allaient bientôt apparaître. Il laissa donc Jonathan seul avec ses bagages, un flambeau et un crucifix. Jonathan termina son voyage à pied, tenant les loups à distance avec son flambeau. Finalement, il arriva dans un grand château et, alors qu'il traversait le portail, celui-ci se referma brusquement derrière lui. Une autre porte s'ouvrit et se referma, lui permettant d'entrer dans une pièce où une silhouette se tenait sur un balcon, avant de disparaître dans un éclair. Soudain, Jonathan fut surpris par un vieil homme qui apparut derrière lui. L'homme jeta le flambeau, alluma la lumière, puis se présenta comme le prince Vlad, alias le comte Dracula. Les 2 hommes s'assirent à table, et Jonathan mangea joyeusement d'excellents mets, mais Dracula ne mangea rien. D'un simple geste de la main, Dracula envoya une assiette de nourriture vers Jonathan, qui pensa qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe. Jonathan chercha ensuite des papiers dans sa poche, et, pendant qu'il était distrait, Dracula tua une souris avec une fourchette. Il la écrasa à main nue pour en verser le sang dans une coupelle à boire. Jonathan expliqua que le canton qu'il représentait était intéressé par l'achat d'un vieux monastère à Paris appartenant à Dracula, dans l'espoir de le transformer en hôpital. En cherchant d'autres documents, Jonathan laissa tomber accidentellement son crucifix. Lorsque Dracula lui demanda s'il était pratiquant, Jonathan répondit non,
expliquant que le cocher le lui avait donné. D'un autre geste de la main, Dracula jette le crucifix dans le feu et effraie Jonathan en apparaissant à ses côtés, lui disant qu'il est temps de dormir. Une fois Jonathan raccompagné dans sa chambre, Dracula lui demande de ne pas quitter la pièce pendant la nuit. Dracula retourne ensuite dans la salle à manger, met une musique en marche avant de demander à un golem de le surveiller. Jonathan trouve un livre dans sa chambre et parcourt l'explication historique du château. Il y a un dessin de Vlad dans sa jeunesse, mais le portrait de la princesse est manquant. Pendant ce temps, le prêtre rend visite à Henri, le fiancé de Maria, et lui dit que Maria va bien, mais qu'il s'efforce toujours de éloigner le mal d'elle. Le prêtre cherche ensuite d'autres indices dans la chambre de Maria. Parmi ses affaires, il trouve la page manquante du livre avec le portrait d'Elisabetta. À minuit, Jonathan quitte la pièce. Il regarde autour de lui lorsqu'il remarque une lumière derrière une porte, il la franchit donc, et découvre des escaliers étranges qui descendent dans une cave luxueuse. Au milieu de la pièce, il voit un cercueil, et en l'ouvrant, il découvre Dracula endormi. Le comte dit qu'il n'aurait pas dû quitter la chambre, et Jonathan est soudainement assommé par un golem. Lorsqu'il se réveille, Jonathan se retrouve enchaîné par des golems. Il le suspend de la tête en bas, et Dracula lui tranche le cou pour que le sang coule dans un bol. Alors que Jonathan se demande comment Dieu a pu créer une telle créature, Dracula rit d'une manière très inquiétante, et lui demande son dernier souhait. Jonathan veut connaître l'histoire de Dracula, et le comte trouve cette idée si intéressante qu'il dit au golem de le déposer. Dracula partage ce qui s'est passé en se remémorant les funérailles d'Elisabetta. Il explique qu'il a traversé tous ces siècles à l'attendre, car il savait que les âmes pures pouvaient se réincarner. La chercher n'a pas été facile. Par exemple, pendant la peste noire, la moitié de la population féminine est morte, et l'autre moitié s'est réfugiée dans des lieux saints où Hélène n'était pas le bienvenu. Il est devenu si seul qu'il a commencé à envier les humains pour leur capacité à mourir. Un jour, Dracula s'est endormi sur la tombe d'Elisabetta. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec un tel désespoir qu'il s'est rendu à la fenêtre la plus proche et a tenté de se suicider. Cependant, il a survécu à la chute. Dracula a continué d'essayer encore et encore, mais quelle que soit la fréquence de ses chutes, il survivait toujours. Ne pouvant pas chercher Elisabetta dans le monde entier, Dracula a décidé qu'il lui fallait un plan pour l'attirer à lui. Pendant plus d'un siècle, il a développé un parfum en utilisant les fleurs les plus belles et les plus magiques des jardins les plus célèbres. Il a finalement expérimenté le parfum en Italie, où les femmes ont immédiatement commencé à le suivre. Le parfum était si puissant que Dracula pouvait aller à des fêtes et faire danser tout le monde à l'unisson parfait sous son contrôle. Un jour à Versailles, Dracula a pensé avoir enfin trouvé Elisabetta, mais la femme qu'il a approchée, Anne, n'était pas sa femme. Cette erreur l'a fait pleurer, et réaliser qu'il passait de fête en fête rempli d'alcool et de débauche, mais pas d'amour véritable. Il a décidé d'arrêter de chercher et de laisser les autres le faire à sa place. Au milieu de la fête, Dracula a commencé à mordre toutes les femmes de la pièce pour les transformer en vampires, y compris Maria. Puis, Dracula retourne à la tombe d'Elisabetta et l'ouvre. Il fracasse le cercueil et découvre qu'il ne reste que les cendres d'Elisabetta. Cette vision le brise et il décide de ne plus jamais quitter le château. Les monstres de pierre lui apporteront des biens et lui serviront de serviteurs, tandis que ces vampires continueront la recherche. Maintenant, Jonathan dit à Dracula qu'il peut comprendre un tel amour fort car il est également fiancé. Son médaillon contient la photo de sa fiancée Mina, alors Dracula le regarde et est submergé par elle, émotion en réalisant que cette femme est la réincarnation de sa femme. Dracula décide alors de laisser Jonathan vivre pour le remercier de l'avoir aidé à retrouver son amour. Il appelle tous ces monstres de pierre et leur dit de lui apporter beaucoup de sang, car il doit être beau avant de rencontrer Elisabetta. À Paris, le prêtre montre à Dumont le portrait qu'il a trouvé, disant qu'ils ont besoin de trouver une femme qui lui ressemble pour capturer Dracula. Le prêtre lit un passage dans le livre expliquant que Dieu peut refuser la mort dans les cas de blasphème. Cependant, Dieu peut aussi pardonner aux pécheurs en cas de repentir sincère, ce qui lèverait la malédiction. Cela signifie que s'il tue Dracula, tous les vampires qu'il a créés redeviendront humains. Juste à ce moment-là, Simon entre dans le bureau et remarque le portrait, indiquant qu'une femme lui ressemblant parfaitement se trouve dans la salle d'attente. Dumont et le prêtre se précipitent dans la pièce voisine et rencontrent Mina, qui explique qu'elle est la meilleure amie de Maria. Elles se sont rencontrées quelques jours auparavant lors d'une fête, et depuis, Maria ne la quitte pas. Maria a toujours été très gentille jusqu'à son mariage, lorsqu'elle est devenue folle en voyant le prêtre. Mina avoue avoir des doutes quant à son propre mariage car elle a l'impression de ne pas appartenir à cette époque. Au couvent, Dracula apparaît sous les traits d'un sans-abri, et les religieuses acceptent de lui donner l'hospitalité. Cependant, il abandonne son déguisement dès qu'il entre dans la chapelle et asperge sa fragrance sur une statue de Jésus, ce qui amène toutes les religieuses du couvent à se précipiter dans la chapelle. Elles s'agenouillent, submergées par le désir, et bientôt, elles forment une pile humaine autour de Dracula, désespérant d'attirer son attention. Sans hésitation, Dracula commence à se nourrir d'elles. Au château, Jonathan attendait être seul pour lancer une couverture sur certains outils afin de les rapprocher et de briser ses chaînes. Alors qu'une statue de pierre entre dans la pièce, elle découvre Jonathan en train de sortir par la fenêtre. Elle coupe immédiatement la couverture pour lui couper son soutien, mais Jonathan parvient à s'accrocher au mur. Les statues de pierre tentent alors de l'atteindre par certaines ouvertures, mais en vain. Alors l'une d'elles utilise un crochet pour le faire tomber. Jonathan roule sur la neige, et son corps s'arrête sur un étang gelé. Alors qu'une statue de pierre tente de le suivre, la glace se brise et elle se noie, les autres ne sachant donc pas comment l'atteindre. S'en rendant compte, Jonathan commence à s'éloigner dans une peur extrême. Un peu plus tard,
Dracula arrive à l'asile de fous, semblant plus jeune et en meilleure santé. Il utilise sa fragrance pour contrôler Simon et le contraint à le mener à la chambre de Maria. Maria dit à Dracula qu'elle a trouvé Elisabetta et il la récompense en la laissant se nourrir de Simon. Au petit matin, le prêtre étudie et trouve une photo de Vlad. Il est ensuite appelé à l'hôpital, où Dumont lui dit que Maria a disparu. Simon est devenu un vampire et est attaché à son lit. Le prêtre remarque les canines de Simon et une forte odeur de parfum sur ses vêtements. Lorsque Dumont partage la description de l'intrus qui a emmené Maria, le prêtre réalise que Mina est en danger. À l'auberge, Mina ouvre la porte en entendant frapper et est surprise de voir une Maria en bonne santé, qui lui dit que Dumont l'a autorisée à sortir. Maria explique qu'elle a un ami qui a très hâte de rencontrer Mina et qu'il l'oblige à s'habiller joliment. Les deux femmes se rendent ensuite dans un hôtel où Dracula les attend. Revoir le visage de sa femme le fait pleurer. Après avoir baigné Mina d'eux, éloge, Dracula lui embrasse la main, lui faisant avoir une vision d'eux ensemble. Se sentant plutôt mal à l'aise, Mina retire sa main et part avec Maria pour s'amuser à la fête foraine. Dracula les suit tandis que les deux femmes profitent de la nourriture, des boissons, des jeux, d'une performance d'une fausse sirène et d'animaux mignons. Lorsqu'elles entrent dans une maison hantée, les deux femmes se séparent accidentellement et Mina se perd. Elle crie lorsqu'un squelette factice la fait sursauter et Dracula apparaît immédiatement à ses côtés pour la faire sortir. Au stand de tir, Dracula lui apprend à tirer et dans ses bras, Mina a une autre vision du passé. Ensuite, Dracula les invite à se reposer dans sa chambre d'hôtel en attendant le feu d'artifice. Mina et Dracula discutent un moment et il lui montre la petite boîte à musique. Alors qu'il jouait la chanson, Mina la trouva familière et commença à avoir des visions d'elle-même, en tant qu'Elisabetta. Elle recula immédiatement et accusa Dracula de l'avoir ensorcelée. Dracula tenta de lui raconter l'histoire d'Elisabetta et son espoir de sa renaissance, mais elle insista pour N, être que Mina. Il termina leur conversation en lui offrant la boîte à musique. Ensuite, Maria entraîna Mina pour aller regarder le feu d'artifice. Plus tard dans la soirée, Dracula ramena Mina chez elle, la laissant avec un sourire radieux. Mais son bonheur fut remplacé par le choc de trouver le prêtre et Dumont, s'occupant d'un Jonathan faible dans le salon. Le prêtre lui raconta ce qui était arrivé à son fiancé, mais Mina refusa de croire que Dracula pouvait être cruel. Le prêtre dut donc expliquer que Dracula était un vampire qui buvait du sang humain et utilisait des parfums pour manipuler ses victimes. Il vérifia son cou et fut soulagé de ne trouver aucune morsure. Mina se précipita dans sa chambre pour pleurer seule et ouvrit finalement la boîte à musique. Elle eut des visions continues d'Elisabetta et ne s'en remit que lorsque Dracula apparut à ses côtés. Mina lui demanda de partir, alors Dracula tenta de sortir par la fenêtre. Ne connaissant pas sa force, elle pensa qu'il allait se suicider et l'arrêta. Elle commença alors à l'accuser de la tromper, alors Dracula lui assura qu'il n'avait jamais utilisé de parfum sur elle, et jeta la bouteille au feu. Ensuite, elle mentionna le fait de boire du sang. Dracula admit qu'il le faisait, mais promit qu'elle ne serait jamais sa victime. Le nez de Mina se mit à saigner, alors Dracula prit du sang avec son doigt et le lécha. Puis il lui prit la main, et lui dit des mots romantiques pendant que les illusions revenaient. Entendant les dernières paroles qu'il dit à Elisabetta, Mina accepta enfin que les souvenirs soient les siens, et appela Dracula son amour, avant de l'embrasser. Ils finirent par se réchauffer, et Mina demanda l'immortalité, alors Dracula la mordit pour la transformer. C'est alors que le prêtre sentit la même odeur de parfum qu'il avait découverte à l'hôpital, et réalisa que Dracula était dans la maison. Il prit un pistolet et se précipita dans la chambre de Mina, pour la trouver vide. Le prêtre et Dumont pensèrent que Dracula avait dû ramener Mina dans son château, et Jonathan accepta de les y conduire. Pendant ce temps, Maria retrouva Henri. Elle fut très affectueuse avec lui comme moyen de le distraire. Alors qu'elle s'apprêtait à le mordre, le groupe du prêtre l'interrompit. Maria rugit de rage et s'apprêta à attaquer, alors le prêtre lui tira dessus, la faisant tomber. Cependant, Maria se rétablit rapidement et terrassa Henri avant de capturer le prêtre pour tenter de le tuer. Jonathan trouva une épée sur le mur et s'en servit immédiatement pour décapiter Maria. Sa tête vola et percuta Dumont pendant que son corps étranglait le prêtre, encore un peu avant de tomber. Comme elle se débattait encore, le prêtre prit un crucifix et le planta dans le cœur de Maria pour la tuer une fois pour toutes. En Roumanie, un groupe de serviteurs laissa un cercueil à l'intérieur du château. Dracula et Mina en sortirent et il lui fit visiter le château. Après avoir rencontré les monstres de pierre, Mina joua de la musique de la boîte et porta la robe d'Elisabetta. À la porte du château, elle, équipe du prêtre, arriva avec des soldats. Ils attendirent que les serviteurs se retirent et se précipitèrent pour maintenir la porte ouverte afin qu'ils puissent entrer à l'intérieur. Un soldat tira sur la porte d'entrée tandis que ceux près de la forêt tiraient avec des canons, provoquant l'effondrement de plusieurs parties du château. Dracula dit à Mina de rester dans la chambre pendant qu'ils sortaient pour se battre, mais Mina fut horrifiée par les obus qui détruisaient le plafond de sa chambre. Les monstres descendirent pour combattre les soldats, les abattant encore et encore. Cependant, les troupes étaient beaucoup plus nombreuses, il ne fut donc pas difficile pour les hommes de continuer à avancer et à s'emparer du château. Jonathan mena ses amis à la chambre souterraine pendant que les soldats cherchaient les étages supérieurs. Mina les vit arriver et verrouilla la porte. Dans la chambre souterraine, les soldats tirèrent sur le cercueil. Malheureusement, Dracula apparut derrière Jonathan et le frappa alors qu'il le traitait d'ingrat. Il se mit ensuite à combattre les soldats avec une épée, se déplaçant rapidement parmi eux avec des estocades précises pour les abattre un par un. Bientôt, d'autres soldats arrivèrent, mais Dracula les tua aussi rapidement. Henri profita de ce chaos pour tirer sur Dracula avec 2 pistolets en même temps, mais en vain.
Dracula lui sauta dessus et lui mordit le cou. D'un simple geste, Dracula ferma la porte pour empêcher d'autres soldats d'entrer, et plaça son épée sur le cou du prêtre. Le prêtre dit à Dracula que Dieu ne voulait jamais qu'il tue pour lui, car Dieu ne voulait pas que sa création soit détruite. Quand les hommes tuent, ils le font pour eux-mêmes. Lorsque le prêtre dit qu'il avait été envoyé par Dieu pour sauver Dracula, le comte souligna que son seul salut était Mina. Cependant, le prêtre dit que Dracula serait sa damnation. Entendant Mina crier dans la chambre, Dracula se précipita pour l'aider, et demanda à ses gargouilles de gagner du temps. Pendant que les gargouilles combattaient les hommes dans le grand hall, Dracula tua tous les soldats dans le couloir. Une fois qu'ils furent tous abattus, il se précipita dans la chambre pour retrouver Mina dans une étreinte. Le prêtre tenta de le suivre, alors Dracula ferma la porte. Cependant, le prêtre lui rappela que s'il aimait vraiment sa femme, il devait faire ce qui était juste. Ignorant les supplications de Mina, Dracula quitta la chambre et la laissa enfermer à l'intérieur. Il s'appuya contre la porte, et le prêtre pria son Dieu tout en plantant un pieu dans le cœur de Dracula pour le tuer. Après cela, Mina le tira dans la chambre pour qu'ils puissent partager leurs derniers mots d'amour avant que Dracula ne se réduise en cendres. Toutes les lumières du château s'éteignirent, et les gargouilles devinrent des enfants humains. Jonathan vint chercher Mina, et la trouva en train de pleurer sur un tas de cendres, qui s'envolaient maintenant dans le vent. Réalisant qu'il avait perdu son amour, Jonathan s'en alla. À l'extérieur du château, les cendres de Dracula s'envolaient dans le vent. Mon histoire se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo, et à bientôt.